Azif Lamoun, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre Rétro Info. Ce soir, nous ne contenterons pas de réviser l'actualité ou de feuilleter les pages de l'histoire. Nous allons interroger dans son détour les responsabilités, les silences et les blocages qui continuent de peser lourdement sur l'Algérie d'aujourd'hui. Nous commencerons avec le printemps berbère de 1980, un moment fondateur, un cri collectif pour la reconnaissance, pour la dignité et pour la liberté d'exister dans sa langue et dans son identité. Mais au-delà de la mémoire, une question essentielle s'impose. Pourquoi a-t-il failli en arriver là? Et surtout, pourquoi plus de 4 ans, ou 4 décennies plutôt, plus tard, les mêmes logiques de fermeture, de déni et de méfiance envers la société persistent-elles? Le pouvoir algérien porte une responsabilité historique dans la gestion de cette crise. Une responsabilité qui ne s'arrête pas en 1980, mais qui se prolonge dans une incapacité chronique à accepter la pluralité, à écouter, à dialoguer. Ce refus d'ouverture n'est pas un accident, c'est un mode de gouvernance. Et c'est précisément ce mode de gouvernance que l'on retrouve aujourd'hui dans le climat politique à l'approche des prochaines élections législatives. Un climat morose, verrouillé, sans souffle, un débat politique vidé de sa substance, où les véritables enjeux sont évités, où les citoyens ne se sentent plus comme acteurs, mais plutôt comme spectateurs, pour parler de la démocratie comment parler de la démocratie lorsque le débat est fermé, lorsque les alternatives sont étouffées, lorsque la parole politique semble confisquée. Ce que nous voyons, ce n'est pas un manque d'intérêt du peuple, mais une déconnexion profonde entre le pouvoir et la société. Dans ce contexte, la situation des droits de l'homme devient un révélateur inquiétant. Les menaces de dissolution des syndicats, les restrictions croissantes des libertés et des pressions sur les voix critiques, tout cela dessine une tendance lourde, semée surtout après le rapport d'Amnesty International de 2026, ne fait que confirmer ce constat accablant. Il ne s'agit plus d'alerte isolée, mais d'un système qui se durcit, qui se protège, qui se renferme. Et cela pose une question fondamentale. Jusqu'à quand? Car il faut le dire clairement, la solution ne viendra ni du silence, ni du verrouillage, ni de fermeture permanente. Elle réside dans l'ouverture, dans la reconnaissance des droits, dans l'acceptance du pluralisme. Elle réside dans une véritable transition démocratique où les institutions comptent et où le citoyen participe réellement, où le débat est libre, vivant, contradictoire. Sans cela, rien ne peut se faire. Est-ce qu'on peut continuer dans cette logique? Donc, on viendra sur ces sujets, chers téléspectateurs. Et enfin, nous terminerons cette émission par la commémoration de la disparition d'Abbassi Madani, une figure qui, qu'on le veut ou non, a profondément marqué l'histoire politique de l'Algérie. Son parcours, ses positions, les débats qu'il suscite encore aujourd'hui témoignent d'une chose: l'histoire politique algérienne est complexe, traversée de tensions, de ruptures, mais aussi d'aspirations profondes à un vrai changement réel. Donc, alors ce soir, chers téléspectateurs, plus qu'un retour sur les événements, c'est une invitation à réfléchir, à questionner et peut-être à imaginer une autre voie. Restez avec nous. Donc, j'ai le grand plaisir pour cette émission de recevoir M. Gamal Abine, analyste politique à partir de Paris. M. Gamal, marhaba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Monsieur Salah Debouze, maître Salah Debouze, à partir de Bruxelles, avocat et défenseur des droits de l'homme, est avec grand plaisir avec nous. Maître Debouze, marhaba, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et bonsoir à vous, à votre invité et aux téléspectateurs aussi. Et à partir de Montréal, militant politique, M. Jed Halimi est avec nous avec grand plaisir. M. Halimi, marhaba. Merci pour l'invitation. Merci, super. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission, cette rétro-info de la semaine. Je commencerai avec vous, M. Salah Debouze, si vous me permettez. Les événements de 4h20, c'est un tournant. Beaucoup croient qu'il y a eu avant le 4h20, il y a après 4h20, jusqu'à maintenant, et beaucoup de régions qui commémorent cet événement, sauf qu'en Algérie, depuis des années, on n'ose plus commémorer ces événements pareils. Monsieur Debouze, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? C'était la première fois que des Algériens osent sortir, manifester, protester dans les rues depuis l'indépendance. Et après, voilà, on a vécu plusieurs protestations, plusieurs manifestations, plusieurs révoltes, si je peux dire. La dernière, c'est le Hirak 2019. C'était quoi pour vous le printemps berbère, c'est ça? C'est quelque chose de très simple. C'est une revendication authentique de l'identité, la seule identité ancestrale de l'Afrique du Nord, qui n'existe nulle part qu'en Afrique du Nord, c'est l'identité berbère ou amazigh. Donc c'est tout à fait normal que les habitants de l'Afrique du Nord, d'une façon générale, et les berbérophones en particulier, revendiquent une vraie reconnaissance, pas une reconnaissance de façade comme ça se passe aujourd'hui en Algérie et comme ça se passe depuis la constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale d'abord et puis après nationale et officielle, mais accompagné d'un deuxième article qui dit que c'est une constitutionnalisation avec sursis en attendant son développement. Et sur le terrain, tout est fait pour ne pas qu'elle soit développée par tous les moyens. J'en sais quelque chose puisque je suis originaire du Mzab, une région amazighophone aussi, une des régions amazigophones de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Et je connais les techniques qui sont employées pour diaboliser l'enseignement et l'encouragement de l'épanouissement de cet aspect de l'identité. Justement, Maître Salah, peut-être d'autres vont dire que c'est vrai que la demande, la revendication principale, hein, c'était la langue, l'identité, mais bien sûr, c'était beaucoup plus large que ça. C'était des demandes, des revendications politiques, c'était une demande d'ouverture, de liberté, de démocratie. C'est ça peut-être que le pouvoir essaie de faire oublier que c'était que les revendications identitaires plutôt que politique et ouverture démocratique. C'est quoi c'est pas seulement la langue, mais c'est toute la culture avec toutes ses profondeurs, y compris l'histoire et les outils. C'est-à-dire les gens qui sont sortis en 80, c'était pour revendiquer essentiellement les outils qui vont permettre l'épanouissement de cette branche de l'identité de l'identité de l'Afrique du Nord d'une façon générale et donc de l'Algérie. Donc il faut d'abord, c'est des gens qui comprennent bien, il faut laisser les outils libres pour pouvoir travailler le fond de l'identité. Donc c'est ça, à la base c'était l'interdiction d'une conférence de Mouloud Maamri et de là tout est parti et les gens ont compris parce que cette crise ne date pas de l'indépendance. Il faut savoir qu'il y avait la crise berbère de 1948. C'est-à-dire il y a un malaise, il y a une force qui essaie de tuer, si j'ose dire, cet aspect identitaire ou de l'accompagner à disparition et de diluer tout ça dans un autre projet défini, déterminé, d'abord par les autorités coloniales qui voulaient une Algérie française, puis ensuite
quand le régime algérien s'est installé en remplacement du régime colonial, il a tout simplement reconduit les mêmes méthodes et les mêmes pratiques avec d'autres repères, à savoir l'arabo-islamisme exclusivement au détriment d'autres facteurs qui sont, entre autres, Tamazight. Monsieur Gamal Abina, beaucoup de critiques envers le pouvoir sur sa gestion, sa vision. Comme le maître Debbouze vient de le dire, la raison directe des événements du printemps berbère, c'était une interdiction d'une conférence dans une université, une conférence simple d'un lecteur, d'un savant, si je peux dire. Sauf que voilà, la réaction du pouvoir a provoqué ce qu'on sait, cette révolution, ce printemps berbère. Et ça continue. Beaucoup de militants karawa, comme quoi c'est le manque de vision, c'est le manque de lecture de la situation, de la réalité qui provoque ce qu'on vit en ce moment. La preuve, on ferme une librairie parce qu'ils vendent des livres. On essaie de dissoudre des syndicats parce qu'ils essaient de faire leur boulot, de demander les droits des travailleurs. On empêche des militants politiques de dire leur avis, d'activer dans le champ politique. Et c'est ça, ce manque de vision de pouvoir qui mène l'Algérie à des difficultés entre la société et le pouvoir. Comment vous jugez, vous, ces pratiques du pouvoir? Déjà, on va commencer par le début. Donc, le printemps berbère des 80, c'est Mouloud Mamri, qui est un intellectuel, un écrivain, un poète, qui donnait une conférence. Apparemment, il y a eu un problème qui est d'ordre politique sans doute, je suppose. On est à la sortie de Boumedienne, on est dans un pays où la crise n'est pas encore installée et où des revendications se font entendre, ce qui sont d'ailleurs des revendications parfaitement légitimes. La question culturelle, c'est pas négociable. Et je pense que l'Algérie, dans toutes ses strates et toutes ses dimensions culturelles, doit être valorisée, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais je ne peux pas entendre des choses aussi réductrices. L'Algérie ne se réduit pas seulement à l'aspect berbère, c'est l'aspect berbère, effectivement, c'est l'aspect africain, on l'a oublié, celui-là aussi, c'est l'aspect aussi turc, il y a quand même des descendants turcs, c'est l'aspect arabe au niveau civilisationnel et au niveau des peuplements, puisque les Arabes sont arrivés même avant l'invasion arabe, parce que l'Afrique du Nord était agréable à vivre. C'est évidemment l'aspect de différents peuples espagnols, vandales, je peux en passer, des kilomètres de peuples qui ont effectivement fait souche en Algérie, puisque c'est un pays qui est agréable, comme je le disais. Et puis c'est un creuset civilisationnel méditerranéen. Donc réduire l'Algérie à une seule dimension, c'est passer à côté des strates dimensionnelles, culturelles, essentielles. Et la question qui s'est posée, c'est qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation d'extérieur qui ont été effectivement utilisées, parce qu'il y avait une faiblesse intrinsèque dans la révolution algérienne qui s'est basée sur le panarabisme, qui était effectivement un mouvement d'émancipation. Et par réaction à la présence française, eh bien, on a voulu arabiser. Alors, c'est pas pour faire du mal à des minorités, enfin, ou même des majorités pour certains cas, culturels. C'était simplement pour se débarrasser du français, pour faire en sorte de montrer, voilà, on est indépendant. Donc, la souche qui a été utilisée, c'est évidemment l'arabité, puisque c'était Nasser qui, chantre du panarabisme, qui avait aidé la révolution algérienne à aboutir en partie politiquement avec des soutiens militaires, enfin, surtout d'équipement, mais c'était aussi l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on est passé à côté de l'essentiel. L'Algérie aujourd'hui se réconcilie avec elle-même et c'est très bien. Les différentes cultures sont mises en valeur et c'est très bien. Moi, je suis toujours dans une logique de me dire il ne faut pas rejeter une culture, il faut l'intégrer. Je parle de la culture évidemment arabe, je parle de la culture française, je parle de la culture évidemment berbère. Toutes ces cultures doivent être intégrées parce que c'est des richesses en plus. Et la question aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un printemps berbère en 80, et puis ensuite en 2001, il y a eu des émeutes dans la région Kabylie. Mais on ne peut pas écraser ça sur les questions simplement d'ordre, j'allais dire, idéologique et politique. C'est aussi des questions qui sont liées à des orientations, effectivement, de politique générale, d'ancrage dans le monde arabe. L'Algérie fait partie des 22 pays arabes, et d'identité très forte qu'on essaie de redessiner. Donc ça a été fait de la façon plus ou moins bien après la Révolution. Il y a eu des petites tensions, effectivement, ça arrive toujours. Mais je pense que la privation de cette dimension, effectivement, identitaire, a été la principale source de difficultés. Ça n'empêche pas le fait qu'aujourd'hui, ça a été réglé, les fêtes berbères sont mises en avant, que la culture berbère est mise en avant, au sens large du terme, pas seulement kabyle, mais chaoui, mzab, les targhi, les touaregs, toutes ces cultures doivent être valorisées. C'est une richesse pour notre pays. Si on veut prendre un exemple très concret, la France, pareil, est traversée de différentes cultures, de différentes langues. On a imposé le français, c'est vrai, mais il y a quand même des langues régionales qui ont été malheureusement un temps écrasées et qui maintenant sont revalorisées. Parce qu'un peuple fait souche s'il est capable de se mettre d'accord avec lui-même, avec ses différentes dimensions, et s'il est capable effectivement de se réconcilier avec ces différentes cultures. On ne peut pas
opposer une culture à une autre, on doit les complémentariser. Ce qui fait la force d'une civilisation, c'est précisément l'intégration. Justement, M. Gamal Benno vient de me dire que cette question a été réglée par le pouvoir. Comment expliquer ce sentiment dans notre région et beaucoup d'autres régions qui sentent comme quoi la question plutôt n'est pas encore réglée et que la solution sécuritaire utilisée par le pouvoir crée des extrémistes un peu partout. C'est pas en Kabylie, c'est même dans le sud. C'est ça, cette façon de gérer ces questions de manière sécuritaire qui crée ce sentiment extrémiste et que peut-être à d'autres solutions extrêmes. C'est pas du tout le sentiment que j'ai quand on va en Algérie. Ce qu'on voit, il y a une sécurisation du territoire parce que c'est lié à la décennie noire. Donc il y a une peur effectivement d'une résurgence de tentatives de déstabilisation qui sont venues de l'extérieur pour l'essentiel. Mais il y a une réalité sur le terrain. Moi, je discute beaucoup avec différentes régions algériennes, différentes cultures, et je sais que la plupart des gens me disent que ça s'est pacifié. On n'est pas du tout dans un rapport de se dire on impose par la force la pacification. Elle s'est faite par le fait d'intégrer les cultures. Donc c'est vrai que penser aujourd'hui, par exemple que le MAC, puisque c'est de ça dont on parle certainement, a une audience importante en Kabylie en particulier. Non, le MAC est en recul partout, à telle enseigne que même des cadres du MAC maintenant le fuient, parce qu'ils ont compris que la question culturelle est réglée et que la question de séparatisme, de sécession et de fédéralisme n'intéresse pas les gens de différentes régions berbères. Le Mzab, par exemple, on prend l'exemple du Mzab, puisque notre invité, Monsieur Debbouze, est du Mzab, est une région extraordinaire. C'est vraiment culturellement, c'est une richesse incroyable. Le Mzab va être désenclavé avec l'arrivée du train, du chemin de fer. Puis surtout, le Mzab, il y a eu des tensions à une époque qui ont disparu. Il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas en concurrence. Je parle vraiment de complémentarité. Il y a une Algérie à deux vitesses. Il y a les grandes villes qui sont très riches, les petites villes moins riches. Mais tout ça, il faut du temps pour que ça règle ça. En revanche, la question de la langue berbère est valorisée. De la culture berbère, on le voit à la télévision tout le temps, est valorisée. Et ça, c'était essentiel parce que c'était, encore une fois, une erreur de la révolution de départ qui a tenté, une révolution, elle n'a pas forcément toujours de grande réussite, qui a tenté un modèle politique parce qu'elle pensait s'affranchir de la France. Donc c'est surtout en réaction au fait d'avoir du français partout. Et elle a choisi une langue en oubliant les autres. Ça a été une erreur. Je pense que c'est réparé aujourd'hui, et tant mieux. Ça nous valorise. C'est important de le rappeler. Très bien, M. Gamal, restez avec nous. Monsieur Djihad Halimi, d'après M. Gamal Bina, la question berbère, la question identitaire, elle est réglée en Algérie. Les régions sont pacifiées. Il n'y a pas de problème d'identité. Maintenant, il y a une harmonie, je peux dire, entre les régions. Pourtant, on sent comme quoi la question identitaire, la question démocratique n'est pas encore réglée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse, M. Halim? Premièrement, je pense que le débat est interdit, pas juste pour les questions identitaires, tout ce qui est politique, tout ce qui est opposition, le débat est complètement interdit. Puis le fait que le débat est interdit, ça ne veut pas dire que le débat disparaît. Maintenant, revenons à la question identitaire amazigh. C'est une question extrêmement importante pour nous, peuple d'Algérie ou d'Afrique du Nord. À travers le temps, on a su prendre des décisions drastiques pour préserver notre culture. Par exemple, avec les Romains, les Byzantins, les Ottomans, les Français, on a su garder cette identité-là avec les mariages à l'intérieur des grandes familles. Par exemple, des règles d'héritage qui sont pas juste pour les femmes, pour ne pas ramener des étrangers. Tout ça, c'était des mécanismes pour préserver cette identité-là. On a fait tout ça pour que un jour, le jour où est-ce qu'on a eu notre indépendance, on vienne nous imposer l'arabisation. Cette arabisation-là, ça a été accepté par certains. Parmi eux, il y a mon père qui était un chaoui. Mes grands-parents, ils parlaient chaouia. Mais là, ils ont commencé à accepter l'arabe. Il y en a d'autres qui ont refusé ça. Puis, ils ont créé un mouvement de résistance. Donc, cette volonté-là d'imposer une identité, ça a créé des fractures, ça a créé un débalancement à l'intérieur de notre société. Par exemple, les partis qui ont refusé ça, ils sont devenus plus politisés, plus engagés, plus socialement organisés. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui ont été créés par cette imposition forcée-là. Si on avait un régime qui était inclusif dans la prise de décision, qui avait une légitimité qui vraiment venait de la population, ce genre de problème-là, qui est regrettable avec des conséquences désastreuses qu'on voit aujourd'hui, n'aurait jamais eu lieu. Mais on est là, il y a un problème, ils voulaient préserver l'unité des Algériens. Ils ont créé un mouvement séparatiste. Ils ont participé à créer un mouvement séparatiste. Ce mouvement, il est là. Il est utilisé par les ennemis de l'Algérie.
il est utilisé par le pouvoir pour empêcher les gens d'être des opposants. Donc voilà, c'est une identité, notre identité, elle est extrêmement importante. Quand on a essayé de l'imposer, ça a créé des fractures. Ces fractures-là, ça a créé un mouvement séparatiste qui est utilisé, instrumentalisé, que ce soit par l'étranger ou par nos dirigeants. Et encore une fois, reconnaître l'identité amazigh dans la Constitution maintenant, c'est une bonne chose, mais malheureusement, c'est trop tard parce qu'on se ramasse avec un mouvement séparatiste, encore une fois. Pourtant, M. Halimi, tous les militants, les responsables de ces mouvements berbères et amazigh en général, tous ils insistent comme quoi la revendication ne se limite pas à l'identité, elle est beaucoup plus large. Hein. Comme vous venez de me dire, s'il y avait une ouverture, s'il y avait une démocratie, on n'aurait pas ce problème d'identité ou de langue. On va essayer d'écouter un petit peu quelques slogans de la marche de 2001. C'est toujours le même, la suite du printemps berbère. On va écouter ce que disaient les militants sur le terrain en 2001. J'en viens à vous. Monsieur Djed Halimi, c'est pratiquement peut-être les mêmes slogans de 2019. Hein, c'est toujours dans le sens politique, revendication identitaire bien sûr, mais aussi un vrai changement politique. Et c'est ça peut-être que le pouvoir voit de mauvais œil et il ne voulait pas mélanger, si je peux dire, hein, ces revendications. Excuse-moi, mon frère, il n'y avait pas la voix, je voyais juste les images, donc je n'ai pas vu les slogans. Mais effectivement, quand on essaye de nous imposer quelque chose, on réalise qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de changer les choses à l'intérieur de ce système-là. C'est là où est-ce qu'on se rend compte qu'on essaye de se battre, oui, pour le respect d'une partie de notre identité, mais on se rend compte qu'on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, effectivement, ça se transforme assez rapidement en revendication politique, ce qui est légitime et ce qui est compréhensible. Très bien, monsieur Maître Salah Dibouch, je viens à vous. C'est quoi votre point de vue sur ce point bien précis, hein? La revendication identitaire est beaucoup plus large, elle est plus... elle dépasse de loin une revendication de langue ou d'identité, mais plutôt de démocratie, et que beaucoup insistent que s'il y avait un système démocratique, un système ouvert, et que le peuple pouvait choisir, on ne serait pas à ce stade on s'amaille pour une identité, pour une langue, ou pour peut-être la création de ces extrémistes qui veulent autre chose que ce que veut la majorité des Algériens. Moi, je veux vous dire, franchement et directement, j'ai rencontré les militants du MAC, même les responsables du MAC. Je me suis entretenu avec eux pour comprendre leur démarche et ce qui motive ce qu'ils font. Comme j'ai rencontré beaucoup d'autres courants politiques quand j'étais en Algérie, y compris ceux qui revendiquaient un État islamique, on va le dire clairement comme ça. Alors, qu'ils soient sur une bonne ou une mauvaise foi, ça c'est une chose. Mais par quoi ils sont motivés, c'est là où il faut creuser, c'est là où il faut aller comprendre. Les gens du MAC, quand vous discutez avec eux, ils vous sortent une chose. Ils vous disent en 2001, il y a eu un massacre, il y a eu une enquête ordonnée par le président de l'époque, il y a eu une commission qui a clairement, moi j'ai le rapport, qui a clairement identifié que les victimes, qui étaient des centaines de victimes, ont reçu des balles
dans leur dos qu'il fallait ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités. Rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Avec cette façon de dire, j'allais utiliser un gros mot, de dire à des gens qui revendiquent quelque chose, tout ce qu'il y a de légitime, et qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que les autorités algériennes attendent de gens qui militent pour obtenir quelque chose de légitime quand ils sont assassinés et quand c'est le pouvoir lui-même, quand c'est les autorités eux-mêmes qui revendiquent, qui font une enquête, que cette enquête est publiée et qui dit que les gendarmes ont tué des gens qui étaient là sans armes parce qu'ils revendiquaient quelque chose, et que vous classez ce dossier, vous dites, moi je vous considère pas, c'est une autre façon de dire que non seulement la culture kabyle, c'est le cas pour cette région, ça fait partie d'un grand problème berbère, mais là c'était vraiment les Kabyles qui étaient visés. Ben, la culture kabyle et les militants kabyles ne valent rien pour ce pouvoir. Mais vous serez d'accord avec moi, M. Salah Debbouze, que la majorité des Algériens n'ont pas choisi cette solution de l'extrémité, de demander peut-être, comme le MAC le veut, une indépendance. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord avec cette impunité imposée par le pouvoir, mais il y a d'autres voies pour militer. Il y a des partis politiques et c'est ça le choix de la majorité des Kabyles. Mais moi, je ne suis pas en train de juger les uns ou les autres. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qui nous ramène vers des solutions extrêmes comme celle du MAC. Je ne dis pas ici que le MAC a raison ou il a tort, et je ne dis pas que les autres, ils ont raison ou ils ont tort. Je vous dis comment est sorti le MAC. Farhat Mehenni était un militant de la LADDH, et dans ses interventions télévisées bien avant, quand il était simple militant du berbérisme en Algérie, il se revendiquait comme algérien. S'il a changé de position, c'est qu'il y a des raisons qui l'ont poussé à changer cette position. Maintenant, si nous on ferme les yeux et on ne veut pas voir, c'est pas seulement qu'on ne veut pas voir, on ne veut même pas changer de comportement, et on continue à traiter les Algériens de la même manière. Aujourd'hui, hier, 2001, c'était la Kabylie. Après, il y aura d'autres régions. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Hamza, par exemple. Je prends un autre exemple. Entre 2013 et 2015, moi, j'étais sur place. C'était une communauté qui était agressée sous couvert des policiers et des gendarmes, et pendant 2 ans. Et des militants mouzabites n'arrêtaient pas de publier des vidéos pour dénoncer. Rien n'a été fait. Comment vous voulez, avec un tel comportement, qu'il n'y ait pas de mouvement extrémiste qui sort de ces situations? Est-ce que vous pensez que s'il y avait un minimum de dialogue, s'il n'y avait pas d'agression, s'il n'y avait pas de mauvaise foi, et s'il n'y avait pas de volonté de fermer les yeux sur tous les dégâts qui se sont passés jusqu'aujourd'hui en Kabylie, en Mzab, et même chez les Touaregs, les Azawad, et beaucoup de régions, s'il n'y avait pas cette volonté de fermer ce dossier, de le classer comme si on mettait de la poussière sous le tapis, et sur le tapis de dire, bon voilà, on a écrit un article dans la Constitution, la langue tamazight est une langue officielle et nationale, tout en verrouillant tout pour que ça ne soit pas réellement sur le terrain une solution, c'est-à-dire pratique. On ne permet aujourd'hui, elle n'est enseignée ni dans la Kabylie, ni au Mzab, ni chez le Chaoui, ni ailleurs. Donc, vous pensez qu'écrire comme ça une phrase dans la Constitution et continuer à faire les mêmes pratiques, ça résout le problème, et de dire tout simplement, non, voilà, maintenant c'est écrit et donc le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé, et il risque encore de s'aggraver plus avec les pratiques actuelles du pouvoir. Très bien. Monsieur Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue? On dit que le pouvoir et cette impunité du pouvoir, ce sentiment des Algériens qui n'ont aucun pouvoir, aucune parole, aucun mot à dire dans la gestion de notre pays, que tout est géré en haut par des décisions d'en haut, et que cette impunité d'abord,
Puis cette fermeture, ce blocage, ces solutions sécuritaires ne peuvent pas ramener une solution pour l'Algérie, ne peuvent pas ramener du bien pour les Algériens. Et c'est ça qui fait, c'est comme Salah Debouze vient de le dire, et ça crée bien sûr une réaction, une action extrême, si je peux dire, d'une petite minorité bien sûr, mais ça fait partie des réactions à cette gestion du pouvoir. Vous pensez que le pouvoir aurait dû changer, peut-être utiliser d'autres moyens, être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ouvert et écouter la société? Il me semble qu'ils l'ont écouté, puisque Bouteflika a fait une réforme constitutionnelle qui a abouti. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre à l'instant. D'abord, on va commencer par le début. Tous les documents administratifs sont écrits en berbère. Il y a des radios qui parlent berbère, dont la chaîne 2 ou chaîne 3, je crois que c'est chaîne 2, il me semble. Il y a des télévisions qui parlent berbère. Il y a de l'enseignement berbère. Les frontons des établissements publics sont en berbère et en arabe. Donc, c'est plus qu'une simple réforme constitutionnelle, c'est le fait de consacrer la langue berbère et amazigh, en l'occurrence, comme étant une langue nationale. Donc on n'est pas dans des symboles, on est dans des actions concrètes. Donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y a rien qui se fait, c'est un mythe. Au contraire, ils sont valorisés et tant mieux. C'était nécessaire, il fallait réparer une injustice. Sauf que M. Gamal, comme je viens de le dire, ces revendications identitaires, elles sont en général tout le temps reliées à un changement démocratique, à une vraie ouverture. Et c'est ça peut-être qui fait que les Kabyles ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits parce que, ok, tu mets ça sur un bout de papier, sur la Constitution, mais sur la réalité, tout est fermé, tout est bloqué, une répression, tu dis quoi que ce soit, tu es en prison. C'est ça qui fait qu'on n'est pas satisfait, si je peux dire, de ces réformes. C'est pas vrai, je prends l'exemple concret. La France, c'est pareil. Sous De Gaulle, qui a voulu unifier le territoire, a imposé le français à tout le monde, a même été encore plus loin. Il a carrément interdit les langues régionales, languedoc, breton, corse. Pour autant, c'était une démocratie. Donc, c'est pas le sujet. L'Algérie a un cheminement démocratique qui me paraît essentiel et qui me paraît sérieux. Mais à côté de ça, il y a quand même une réalité. Il faut arrêter de parler des mouvements extrémistes, racistes, on peut le dire. Je suis désolé, mais vous me parlez du MAC. Le MAC, vous me dites qui vous paye, je vous dirai qui vous êtes. En l'occurrence, il est soutenu par, évidemment, les ennemis de l'Algérie, par les sionistes, par les Français. Ça fait quand même beaucoup d'ennemis pour soutenir l'organisation qui est raciste. Pourquoi raciste? Parce que jusqu'à la question palestinienne, le monde entier est d'accord pour dire que c'est une horreur, que les Palestiniens sont des victimes et qu'il faut les aider, sauf le MAC. Le MAC considère qu'il est comme, soi-disant, comme l'État sioniste, qu'il est victime. Je ne crois pas qu'il y a un seul Algérien qui soit d'accord avec eux. Et que je ne crois pas qu'on est en train de justifier, si je peux dire, leur... J'entends bien. C'est pour ça que je confirme que leurs propositions sont racistes, clairement. Hein. Ils sont en rupture avec l'Algérie, je précise bien l'Algérie, parce que les Algériens, ils ont quand même du cœur, et quand ils voient ce qui se passe en Palestine, ils ne peuvent pas se rattacher au MAC qui est du côté des barbares. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je rappelle à toute phase utile qu'avant l'arrivée des colons français, je précise bien, je vous invite à vérifier par vous-même, avant l'arrivée des colons français, la question de l'arabité, de la berbérité et de l'africanité ne se posait pas. Tout le monde s'en foutait. Quand quelqu'un arrivait et parlait l'arabe, c'était la langue du Coran, donc c'était un vecteur à la fois de communication religieuse et de communication commerciale. Donc les berbères qui parlaient le berbère et qui le conservaient, tant mieux, c'est une richesse, se mettaient à parler arabe, pas parce qu'ils étaient colonisés, c'est faux, mais parce qu'il fallait commercer et connaître la langue de la religion. Donc c'est une façon de communiquer comme aujourd'hui avec l'anglais, c'est une façon culturelle de faire en sorte de faire des échanges. Les Arabes étaient des commerçants, les Berbères sont devenus de grands commerçants après avoir été de grands guerriers, il ne faut pas l'oublier. Rien n'était imposé et avant l'arrivée des colons français, personne ne se posait la question de savoir si le type était arabe, turc, ottoman, africain, ça n'intéressait personne. C'est les ethnologues français, occidentaux, qui ont fait ce travail de créer des ethnies, de faire croire qu'on avait une sorte de différence physiologique, alors qu'elle est culturelle, uniquement culturelle, et de nous diviser. Mais ça, c'est quelque chose, on ne doit pas tomber dans le piège. Moi, je vous dis, rappelez-vous, à une époque où ça n'existait pas, il faut revenir à cette logique-là. Vous parlez avec quelqu'un, quelle que soit sa confession ou sa religion, c'est pas important. Vous parlez à un être humain, vous le respectez dans ses fondements, dans sa tradition, dans sa culture, et c'est normal, il faut la valoriser, parce que plus il y a de culture, plus on est riche. Et ça, c'est une question qui ne se pose pas seulement en termes politiques, il se pose en termes culturels, il se pose en termes de tolérance. Je veux dire, le Mzab, par exemple, qui a une spécificité régionale, n'a pas la même que les Chaouis ou que les Kabyles. Ce sont trois cultures qui ont des points communs, qui ont une langue plus ou moins commune, mais qui ont leur spécificité, qui les enrichit. Eh bien, il faut apprendre à se connaître, il faut discuter, il faut mélanger. Et moi, ça me va très bien. Et cette question-là est valorisée en Algérie aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Très bien. Monsieur Djihad Halmi, cette question est valorisée en Algérie? Je pense qu'ils prennent de plus en plus conscience de l'importance de respecter les spécificités des différentes cultures qui se trouvent en Algérie. Comme vous savez, on est dans le bassin méditerranéen, puis la population algérienne, elle est mixte, elle vient de partout. Donc, il y a des Algériens d'origine européenne, d'autres Turcs
Turcs, d'autres Arabes, d'autres Amazirs. Donc, on est le même peuple, mais on est différents. Et cette différence, elle devrait être valorisée. Et tant mieux qu'on s'en va vers cette direction. Maintenant, le fait de dire que la mazérité, elle est constitutionnalisée, elle est dans la Constitution, et de dire qu'on a quelques pancartes, quelques documents qui incluent Tamazirt, oui, c'est bien, c'est des bonnes... c'est good step, c'est une bonne étape vers la bonne direction. Maintenant, est-ce que le débat est fermé? Je pense pas. Présentement, j'habite dans une province qui s'appelle le Québec. C'est l'une des seules provinces francophones entourées d'anglophones de partout. Donc ici, ils prennent des mesures drastiques pour faire en sorte que le français ne disparaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on exige que le Canada respecte cette langue nationale qui est le français. Eux, ils vont vraiment très loin. Donc, quand on va à une école, indépendamment où au Canada, il faut qu'on soit capable d'étudier en français et en anglais. Quand on va se soigner à l'hôpital, il faut qu'on soit capable de recevoir du service, que ce soit en français ou en anglais. Même chose pour le dirigeant, par exemple, d'Air Canada, qui est une compagnie publique. Il fallait qu'ils parlent le français. Ils ont mis quelqu'un qui parlait pas le français, il était obligé de démissionner. Jusqu'à quel degré on va intégrer Tamazirt dans la vie des Algériens et des Algériennes? Ça, je pense qu'il y a un débat à faire et il y a d'autres questions qui sont importantes aussi. Comme l'ont dit vos invités, c'est qu'il y a différents dialectes. Il y a Chewiya, il y a le Kabyle, il y a Mzabia, il y a Terguia. Tout ça, c'est des différents dialectes, mais c'est quel tamazirt qu'on enseigne? Est-ce qu'on essaye de standardiser tout ça pour avoir une langue tamazirt qui va être parlée par les futures générations? Il y a tout un travail à faire, il y a tout un débat à faire. Où est-ce qu'on veut y aller, où est-ce qu'on veut s'arrêter? Tout ça, c'est des questions, mais malheureusement, on n'a pas l'environnement propice qui peut nous permettre de débattre de ces questions-là sans friction, parce qu'on a toujours quelqu'un avec un bidon d'essence qui cherche la petite étincelle pour brûler tout ça, malheureusement. Très bien, très bien. C'est la transition pour aller à notre deuxième sujet, hein, parce que c'est bien de parler d'identité, c'est bien de parler de langue, mais parler de langue comment? Est-ce qu'on a le droit de parler en Algérie? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le travail syndical est permis maintenant en Algérie? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des débats contradictoires dans nos universités? Le dernier rapport d'Amnesty International sur la situation de Daroïma en Algérie, il est accablant, il est dangereux. Donc, on va revenir à ce sujet. Restez avec nous. Maître Salah Debbouze revient à un sujet peut-être beaucoup plus important, hein, parce que ça englobe même le débat identitaire, c'est les libertés individuelles et civiques des Algériens. J'aimerais bien écouter le pape, hein, quand il est venu en Algérie, il avait fait un discours sur l'ouverture vers la société civile, puisqu'on parle des syndicats, donc bien sûr la société civile. On va l'écouter encore une fois. Je reviens à vous, Maître Salah Debbouze. أدعوكم أنتم أصحاب السلطة في هذا الوطن إلى تعزيز مجتمع مدني نابض بالحياة، مجتمع ديناميكي وحر يعترف بقدرة الشباب، خاصة على المساهمة لتوسيع آفاق الرجاء من أجل الجميع. قوة البلد الحقيقية هي في تعاون الجميع لتحقيق الخير العام. فالسلطات ليست مدعوة إلى السيطرة بل إلى خدمة الشعب وازدهاره. لذلك يجد العمل السياسي معياره في العدل الذي بدونه لا يوجد سلام حقيقي، ويتجلى في توفير ظروف متساوية وكريمة للجميع. Maître Salah Debbouze, vous l'avez écouté, le régime, le système, le pouvoir d'un pays n'est pas ici, il n'est pas pour contrôler la société ou le peuple, mais plutôt pour le servir. Et au moment où on entend, on dit qu'ils vont dissoudre des syndicats,
les syndicalistes qui se plaignent, on ne peut plus appeler à une grève pour défendre l'intérêt des travailleurs. On peut plus oser faire un débat, des conférences, des réunions pour parler de ces problèmes des travailleurs, ou plutôt même des problèmes politiques. C'est quoi, M. Salah? Quand on parle d'identité, il faut donner la liberté, plutôt encourager les différentes régions au moment où il n'y a aucun débat, pratiquement, aucun débat en Algérie contradictoire. Avant de commenter et de répondre à votre question, de commenter le fragment de discours du pape et de répondre à votre question, je tiens juste à souligner une chose très importante. Votre invité a dit que les documents sont tous les documents, je crois avoir entendu tous les documents sont émis en langue tamazight. Je suis désolé, il n'y a aucun document qui est émis en langue tamazight en Algérie. Ni jugement, ni extrait de naissance, ni casier judiciaire, ni facture, ni rien du tout. Pire que ça, vous avez un journal officiel qui est édité en français, qui n'est pas une langue nationale, ni officielle, en arabe, mais il n'est pas édité en tamazight, qui est une langue officielle et nationale. Donc, il faut d'abord commencer par éditer les lois en langue tamazight, et ensuite on parlera du reste. Maintenant, pour ce qu'a dit le pape a dit ce qui est normal, ce qui devrait être normal. Il l'a dit devant Tebboune qui applaudissait. C'est bien d'applaudir, mais c'est encore mieux de permettre aux gens de s'exprimer. C'est-à-dire, vous savez, Tebboune, il a une fois parlé de moi, il a dit cet avocat qui est en Belgique, il a fait telle et telle chose. En prononçant des mensonges que j'avais démentis à l'époque parce qu'un journal avait écrit que j'étais allé me réunir avec l'OTAN pour lui demander d'attaquer l'Algérie, comme si moi je peux aller... bref, donc en commentant ça, Tebboune avait dit هذه الحرية تاع اللي ماتوا عليها 1,5 million نجي أنا نعطيها لك. C'est-à-dire Tebboune dans sa tête, il est le dépositaire de toutes les libertés et c'est à lui et aux gens du régime. Quand je dis Tebboune, il symbolise un régime. Donc, pour eux, ils sont dépositaires de ces libertés et c'est à eux de décider qui a droit à cette liberté. Ils lui donnent, en attendant de la retirer s'il le juge utile, et qui n'a pas droit parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc, entre la pratique et le discours de Tebboune et le fait d'applaudir des choses sensées qui sont dites par le pape, il y a, je pense, un grand fossé. Et le résultat, on le voit tout le temps. Même M. Salah Tebboune, au moment où il applaudissait le pape, il y avait des arrestations de journalistes et de militants. Il y avait cette décision peut-être, cette décision, mais pas officielle, de dissoudre la CNAPES, qui est l'un des plus grands syndicats en Algérie. C'est ça, est-ce qu'il y a un déni, est-ce qu'il y a deux pouvoirs en Algérie, deux décideurs, un qui applaudit, l'autre qui fait complètement le contraire? Non, mais pendant la période de Tebboune, ce phénomène s'est clairement installé, prononcer des discours et faire exactement le contraire de ce qu'on prononce dans le discours, que ce soit Tebboune ou tous les autres responsables. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire c'est la chose que même, j'allais dire, les aveugles peuvent voir. On n'est plus à discuter de ça. Maintenant, c'est le terrain. Il y a quoi sur le terrain? Il y a des gens qui fuient le pays parce que sinon, ils vont aller en prison parce qu'ils ont des positions qui critiquent la politique des autorités qui font du mal au pays. Et donc, voilà. Et puis, après, vous avez des dissolutions. La Ligue, la ADDH que j'avais présidée, était dissoute à l'insu de ses militants. On découvre qu'elle a été dissoute par une décision administrative 1 an après. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment... maintenant, c'est tous les syndicats qui sont dans l'opposition, enfin, qui font leur travail correctement, plus ou moins correctement. C'est tous ces syndicats-là qui sont soit contrôlés, qu'ils essayent de contrôler, soit qui sont carrément dissous ou voilà, donc empêchés, comme c'est le cas pour certains partis politiques, le MDS en l'occurrence,
que je connais très bien, maintenant il est empêché d'exister. Son local, je ne sais pas s'il est ouvert ou pas. À l'époque, quand j'étais en Algérie, ils ont tenté de récupérer ce local et de le chasser. Ensuite, ces militants, ils n'arrêtent pas d'aller en prison. Les premiers responsables, Fethi Garres, et vous avez Karim Tabou qui est sous contrôle judiciaire, etc., etc. Donc, c'est pas un climat vraiment où l'on peut exercer sereinement ses activités en tant qu'activiste politique ou syndicaliste ou même simple militant de droits humains. Très bien. Monsieur Gamalak Bina, d'abord, j'aimerais bien écouter M. Tebboune, ce qu'il a dit sur l'activité syndicale en Algérie dans plusieurs séquences de ses discours pendant ces 6 dernières années. On va l'écouter. Je reviens à vous. النقابي مضمون دستوريا واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. احنا نرحب بالنقابات وما فيش دولة تدعي بالديمقراطية ولا تدعي بتقدم اقتصادي هذا بدون نقابة. احنا اليوم رانا في إعادة ترتيب البيت باش النقابة يرجع لها قوتها ترجع لها مصداقيتها. فيه قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. Créer un syndicat crédible, le plus fort possible, باش يواجه السلطة. ما فيش إجحاف منع النقابة، ما نقدرش نمنع النقابة. الإنسان اللي يدعي بالديمقراطية ولا يدعي غير بالعدل ما يقدرش يمنع النقابة. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre. La loi me remet de l'ordre. أول نقابي هو أنا. بعض الأمور درناها ما طلبها حتى واحد. Monsieur Gamalak Bina, je vous comprends, hein, peut-être vous défendez de temps en temps, peut-être plutôt souvent la position du pouvoir, mais est-ce que vous acceptez que vous vivez en France, vous connaissez exactement le rôle et l'importance des syndicats comme la CGT et les autres, l'importance de défendre l'intérêt des travailleurs, de leur laisser le champ libre de se manifester, de protester, de même d'appeler à des grèves pour revendiquer, pour demander les droits des travailleurs. Est-ce que vous comprenez cette peur, ces critiques en Algérie? Il n'y a pas un syndicaliste indépendant qui peut te dire comme quoi moi je peux m'activer comme je veux. On arrête même des responsables syndicaux parce qu'ils ont appelé à la grève au nom des travailleurs. Ce n'est pas lui qui a pris la décision, c'est au nom des représentants syndicats qui l'a appelé à ça après la décision générale, mais comme ça, malgré ça, il se retrouve en prison. Est-ce que vous comprenez que cette pression sur les syndicats, cette pression sur la société civile ne peut pas ramener un vrai débat, ne peut pas ramener une Algérie libre, indépendante, ouverte à sa société? Libre, indépendante, il faut garantir la sécurité, mais pour répondre à votre remarque, non, je ne défends pas le pouvoir algérien, je défends l'État algérien. Et évidemment, il y a les acteurs de l'État. Je défends l'Algérie parce que je suis nationaliste, tout simplement, et que je considère qu'il faut tout faire pour préserver le pays des agressions extérieures. Qu'aujourd'hui, le pays se construit à vitesse grand V, que la direction politique, en termes économiques, est intéressante, et je l'accompagne là-dessus, et j'apprécie ce qui est fait. Ce n'est pas une défense aveugle d'une politique. C'est une défense sereine. C'est une défense mais est-ce que vous comprenez qu'il y a vraiment des manquements côté droit humain? Je vais répondre à ça, justement. Je veux répondre. Vous noterez qu'en France, il y a des formidables syndicats qui représentent à peu près 8% du personnel, qui sont peu syndiqués, et qu'ils ont manifesté massivement avec l'appel d'autres organisations politiques contre la réforme des retraites. Vous vous rappelez de cette réforme des retraites? Qu'est-ce qu'a fait M. Macron? Eh bien, il a marché sur les syndicats. Il les autorise. Mais la technique Macron, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Je fais ce que je veux. Ils ont donc imposé une réforme impopulaire, 90% des Français n'en voulaient pas, par le haut. Donc ça, c'est une démocratie, je crois. Aux États-Unis, les syndicats sont quasiment inexistants. Donc si on veut comparer, on peut comparer. Mais on ne peut pas comparer des cas spéciaux. C'est pas chaque jour. C'est vrai que les intérêts communs, les syndicats, ils ont un pouvoir, ils peuvent changer des lois. Peut-être avec cette... La preuve que non, ils ont manifesté, des millions de personnes dans la rue, on s'en fout. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a des protestations, même au niveau de l'Assemblée populaire et l'Assemblée nationale plutôt, ils demandent l'abrogation de cette loi. Il y a toujours ce combat et tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous avez
une occasion qui est tombée par la tête de l'État. Ils ont marché sur les syndicats. Il y a une élection à la députation. Macron s'en fiche. Il a pris ceux qui ont perdu. Donc, il faut être très clair. On parle de démocratie, comparons les démocraties. L'Algérie est une démocratie en construction et qui fonctionne plutôt quand même bien par rapport à un pays africain et un pays arabe, dans un environnement hostile, rappelons-le. Donc, je pense que la question syndicale en Algérie, qui a largement été débattue depuis longtemps, existe. Il y a les syndicats. Je ne sais pas ce qu'ils pèsent en termes de représentation. Je ne sais pas pourquoi certains syndicalistes sont inquiétés, parce que là, vous me parlez de choses que je ne connais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'en termes démocratiques, je crois qu'on n'a pas de leçon à prendre de la part de pays occidentaux qui ont des organisations ONG qui vont dénoncer l'Algérie, alors que chez eux, il y a un problème. Donc la question qui se pose, c'est quoi? C'est est-ce que oui ou non, le pouvoir syndical doit être entendu? Je pense que oui, effectivement. Est-ce que oui ou non, il est garanti sur la Constitution? C'est le président lui-même qui le dit, oui. Est-ce que oui ou non, il y a des répressions? J'en ai aucune idée. Je ne suis même pas au courant de ce dont vous me parlez, à vérifier, parce que je suis quand même à côté journaliste, je fais attention aux sources, hein, je n'entends pas qu'une source. Si vous écoutez qu'une source, ça ne vaut rien. Non, non, mais donc, c'est des choses officielles. Hein. Le dernier responsable des syndicats, des cheminots, il a été arrêté juste parce qu'il a appelé à une grève au nom des travailleurs. Ce n'est pas sa propre décision. Il se retrouve en prison. Et il y a Boudiba, le premier responsable de la CNAPES, maintenant il est sous contrôle judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il a parlé au nom des travailleurs. Ce n'est pas des cas isolés, M. Abiena. Est-ce qu'ils sont simplement syndicalistes ou politiques? C'est la question que je pose. Je ne sais pas. Je vous dis à vérifier. Je ne vais pas me prononcer sur les gens que je ne connais pas, sinon ce serait grossier. Ensuite, les sources, effectivement, officielles, c'est pas une source, mais 3 sources. Sinon, ça n'a aucune valeur. Et les raisons et les motivations, je ne les connais pas. Donc, je ne vais pas vous dire. C'est comme dans un tribunal. Lui, c'est bien, lui, c'est pas bien. Si vous n'avez pas étudié le dossier, vous n'en parlez pas. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'en termes de développement économique, l'Algérie avance et avance vite. En termes de volonté d'y arriver, il faut qu'on participe tous à l'effort de développement. C'est nécessaire, il ne faut pas tout attendre de l'État. Et la critique facile de l'État, je suis désolé, le discours du pape, revenons sur ce qui a été dit. Le pape a rappelé le rôle fondamental de l'Algérie comme étant un État modérateur, un État qui promeut la paix, un État qui veut stabiliser, un État qui a subi un martyr, toute la population algérienne a subi le martyr de la barbarie coloniale. Ça, c'est un discours qui parle au pape. Il parle, en partant des États-Unis, d'un État de plus en plus radical et de plus en plus autoritaire. Donc c'est un pape catholique dans un pays où il n'y a que 22% de catholiques qui arrive en Algérie et qui se rend compte que l'Algérie respecte les catholiques, respecte les religions. Ça, c'est des choses positives. Il faut quand même rappeler les choses qui vont. Je veux bien qu'on critique, tout ne va pas. Il n'y a aucun pays où c'est parfait. Il y a une progression qui doit se faire, mais on ne va pas à chaque fois dire non, lui c'est pas bon, lui c'est pas bon, c'est pas bon. Quand il y a des choses positives qui se mettent en place, il faut les saluer. Soyez un peu plus indulgents par rapport à la longueur et le temps qu'il faut pour des réformes qui prennent du temps. Hein. On mesure que les effets au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, mais il faut du temps. Sauf que M. Gamala Abina, vous serez d'accord avec moi que quand vous dites comme quoi il faut dire, quand il y a des choses qui sont bonnes, qui sont faites en Algérie, il doit le dire, mais aussi quand il y a des critiques, il y a des mauvaises choses, il faut le dire. C'est parce que je vous ai jamais entendu critiquer quoi que ce soit en Algérie. Si. La lenteur administrative, je la critique, je l'ai subie. Le fait qu'il y ait des freins de certaines personnes, pas le pouvoir, le gouvernement algérien ne fait pas de freins, mais il y a des gens qui ne sont pas trop contents de voir débarquer la diaspora, ça existe. Hein. Il y a des difficultés économiques structurelles qui existent. Les réformes bancaires sont trop lentes, il faut qu'elles aboutissent vite, et j'en ai déjà parlé. Même à la télévision algérienne, il y a des positions, effectivement, l'administration est très lente, c'est un gros problème, ça je le critique, mais ce n'est pas des critiques pour critiquer, c'est des critiques constructives. On peut améliorer ça, et d'ailleurs le gouvernement le fait très bien, en numérisant. Je critiquais par exemple pour les papiers en France la longueur des consulats. Là, j'ai eu la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle de recevoir ma carte d'identité super rapidement par le numérique. Donc il y a des choses qui ne vont pas et qui sont réformées, mais je le répète, quand quelqu'un critique, s'il ne propose pas, quand on s'oppose, il faut proposer. Si on ne propose pas, on se tait. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien, M. Abina. Gamal Abina, merci beaucoup de votre participation. On est arrivé à la fin de notre première partie de notre émission. On va aller pour une petite pause et on revient pour la deuxième partie. Restez avec nous.